Bienvenue à tous, surtout à ceux qui nous suivent à une heure très tardive ou très tôt le matin. Bienvenue à ce nouveau webinaire EPI Win sur une approche systématique centrée sur la communauté en matière de préparation opérationnelle aux urgences de santé publique. Pour ceux qui ne connaissent pas EPI Win, il s'agit du réseau d'information de l'OMS pour l'épidémie sur les épidémies en vue de la science et de la traduction des connaissances dans les situations d'urgence sanitaire. Ces webinaires et ces différents exposés nous permettront de vous transmettre les nouvelles connaissances sur les questions scientifiques et qui ont vu le jour parmi des experts du monde et dans le public pour ce qui est de la préparation de la riposte aux urgences sanitaires d'une manière qui soit compréhensible et pertinente pour les communautés, pour les décideurs politiques et les personnels de santé. Aujourd'hui, nous parlerons d'un événement qui a eu lieu il y a peu de temps et j'espère que cela vous aidera à favoriser les activités dans votre pays. Nous avons la chance d'avoir avec nous le docteur Nedret Emiroglou, qui est directrice du renforcement de la préparation des pays à l'OMS. Nous avons également le docteur Kai von Arbou, qui est juste à côté de moi. Nous avons le docteur Charles Kori Anjuguna, qui est conseiller régional pour le renforcement de la préparation des pays dans la région Afro de l'OMS. Et tous ces éminents spécialistes nous présenteront un aperçu d'un exercice unique qui a été mené au Ghana pour ce qui est de la préparation des communautés. Ensuite, nous aurons une discussion de groupe avec le docteur Joshua Arthur, qui est un responsable national des situations, de la gestion des situations d'urgence au ministère de la Santé du Ghana. Puis, Da- nous aurons une sage-femme du Ghana qui donnera des informations actualisées. Nous avons le docteur Patrick Mawupemar Avevor, qui est responsable de la gestion des risques infectieux pour l'OMS au Ghana, le docteur Claire Betoun et le docteur Rim Kwang. Donc, c'est la personne qui est responsable de cet événement. Et à la fin de la discussion du groupe, il animera les échanges et vous donnera la parole pour vos éventuelles questions. Quelques remarques d'intendance avant que nous n'entrions dans le vif du sujet. Ce webinaire est enregistré. Les enregistrements seront accessibles sur le site web. Nous avons interprétation en français. Donc, cliquez sur l'icône interprétation et nous vous invitons à afficher votre nom, le nom de votre organisation dans la boîte de dialogue pour que tout le monde sache d'où vous venez. Et si vous avez des questions, utilisez la boîte questions-réponses, pas la boîte de dialogue, pas le chat. Nous aimerions vraiment pouvoir répondre à vos questions. Enfin, quelques informations supplémentaires. Nous aurons une réunion sur la protection des communautés le 7 mai. Vous devriez pouvoir maintenant visualiser ces informations à l'écran. Donc, je vous invite à vous enregistrer. Le docteur Nedret sera là, le docteur Mike Ryan également, qui est directeur général adjoint. Et vous aurez l'occasion de participer à une réunion mondiale de l'OMS destinée à façonner l'avenir de la protection des communautés. Donc, il y a un lien, suivez-le pour suivre également cette réunion. Sans plus attendre, je vais donner la parole au docteur Nedret Emiroglou. Docteur Nedret, à vous. Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir. Malheureusement, l'intervenante n'est pas équipée, elle n'a pas de casque avec de micro, ce qui rend le son très, très mauvais. Merci de participer à ce webinaire sur la préparation et la résilience des communautés. Je salue tous nos participants du monde entier. Comme vous le savez, les communautés doivent être au centre de
toute action en faveur de la santé. Et cela vaut également pour les urgences sanitaires. Et dans toutes les situations d'urgence, le rôle des communautés est très important. Ces communautés agissent. Et après l'expérience de la Covid, nous nous sommes rendus compte de l'importance du rôle que jouent ces communautés qui sont considérées maintenant comme une pierre angulaire de tout le travail que nous faisons dans le domaine des situations d'urgence de santé, à commencer par la prévention des urgences, la préparation pour toute urgence ou la riposte à une urgence, ou bien le rétablissement après une urgence. Et puis il y a un autre élément important ici. Les communautés devraient être le principal moteur et leurs voix doivent être entendues. Il n'y a pas que la perspective des gouvernements, il faut également écouter les réseaux de communautés, il faut écouter la société civile et les plus vulnérables au sein des communautés. Donc, si l'on conjugue toutes ces forces au sein des communautés, cela nous permet de mieux nous préparer aux situations d'urgence. Et cela peut modifier la trajectoire de toute situation d'urgence. L'OMS a un cadre de préparation et de riposte et de résilience aux situations d'urgence sanitaire qui prévoit la protection des communautés. Et ce, grâce à un tissu de liens entre les sous-systèmes. Il y a la surveillance collaborative, la prise en charge, les contre-mesures médicales. Donc tout cela participe de la protection des communautés. Mais il y a eu une évolution, un changement de paradigme par rapport au passé. Et les communautés sont devenues maintenant un acteur essentiel, un maillon fondamental de la riposte et de la préparation. Donc renforcer les capacités des communautés pour la prévention, la préparation et la riposte est essentiel. Et sur cet aspect, j'aimerais vous rappeler une fois de plus l'importance de la préparation aux situations d'urgence. Cela signifie qu'il faut être doté de toutes les capacités des systèmes pour être prêt à riposter dans les délais, rapidement, efficacement, à toute urgence engendrée par n'importe quel risque. Donc c'est une question qui s'inscrit également dans le long terme, ce n'est pas seulement la riposte immédiate. Donc tous les aspects des communautés, des systèmes communautaires doivent avoir des capacités de travailler de concert pour pouvoir faire face à des situations d'urgence. Donc je suis très reconnaissante au gouvernement et au ministère de la Santé du Ghana qui a accepté de travailler à cette question avec nous, avec l'OMS, pas seulement avec le siège à Genève, mais également avec le Bureau régional pour l'Afrique et le Bureau pays du Ghana. Il y a également différents partenaires et je remercie tout particulièrement, par exemple, le Royaume-Uni qui a travaillé main dans la main avec nous. C'est tout à fait essentiel de montrer aux autres pays comment la protection des communautés peut se transposer en action sur le terrain. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Il y a eu une réunion à Accra, au Ghana, en janvier, et on a mis en œuvre le programme de préparation des communautés.
C'est l'une des premières activités opérationnelles en matière de protection des communautés et l'objectif est de renforcer la préparation opérationnelle des communautés. Donc, dans ce contexte, nous nous sommes concentrés d'abord sur le Ghana pour essayer d'évaluer le degré de préparation des communautés et pour essayer de dégager des priorités. Et je pense que ce sera un excellent exemple pour d'autres pays. Sur ce, j'aimerais également inviter d'autres pays qui seraient intéressés par un exercice similaire à s'adresser à nous. Nous pouvons vous apporter une aide. Et puis, je tiens à remercier ceux qui jouent un rôle de chef de file dans ce domaine, notamment toute mon équipe avec Kai et d'autres. Et comme je l'ai dit, je suis très reconnaissante au Royaume-Uni. Il y a beaucoup de partenaires également, comme l'USCDC, l'UNICEF, le cirque, la FAO, et puis différents gouvernements nationaux, pardon, différents responsables du gouvernement national du Ghana, et puis les communautés également qui ont prêté main forte. Donc, nous sommes intervenus au niveau local, au niveau des districts au Ghana. J'espère que l'on pourra tirer des enseignements utiles de cet exercice pour vous tous. Et comme je l'ai dit, nous serions heureux de continuer à faire ce travail dans d'autres pays, dans d'autres régions également. Voilà, une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue et je vous souhaite un webinaire fructueux. Et j'espère qu'il y aura d'autres exemples à partager à l'avenir concernant d'autres pays. Merci beaucoup. À vous. Merci beaucoup, Nedret. Merci de votre rôle de premier plan, de votre vision dans ce domaine. Avant de passer la parole à mes collègues qui vont présenter des exposés, j'aimerais vous entendre également, vous, nos auditeurs. Tout d'abord, quelques diapositives. Vous ne voyez rien encore, n'est-ce pas? Bon, ça ne fait rien. On essaiera plus tard. J'aimerais connaître votre avis, mais nous l'entendrons plus tard. Donc, je vais demander à mes collègues, le docteur Kai von Harboe et le docteur Charles Gorilla Njuguna, de partager leur présentation avec nous. Merci beaucoup, Supriya, et merci beaucoup, Nedret, des réflexions que vous avez livrées et qui permettront d'encadrer ce webinaire important. Je m'appelle Kai von Harboe, je travaille ici au siège à l'OMS et j'aimerais vous donner également un aperçu de ce qui se passe au niveau mondial. Il y a eu des activités très importantes dans le contexte des efforts que nous déployons au niveau mondial pour favoriser la protection des communautés dans le contexte de la gestion des situations d'urgence sanitaire. Nedret a parlé déjà de certains aspects très importants à cet égard, je n'y reviendrai pas. C'est l'une des premières activités opérationnelles concrètes que nous menons et qui cible la protection des communautés en tant que sous-système. La protection des communautés est l'un des 5 grands axes sur lesquels se concentrera l'OMS.
et je pense qu'il est très important d'avoir reconnu le rôle essentiel que jouent les communautés dans toute situation d'urgence sanitaire, surtout l'importance de décisions conjointes prises avec les communautés pour garantir l'acceptation des conseils en matière de santé et les recommandations. Et pour que cela se traduise ensuite concrètement par un comportement, plus conscient de la protection, plus sain. Évidemment, il peut y avoir une différence entre, une flambée locale et une épidémie qui se propage à la vitesse grand V à l'échelle mondiale. Donc c'est un domaine très important qu'il faut privilégier dans nos efforts. Il faut mettre l'accent sur la coordination, l'accès aux contre-mesures, et cetera. Mais il y a, comme le disait Nedret, un changement de paradigme très important depuis quelques années. Alors, il y a 3 grands domaines. Il y a d'abord la collaboration avec les communautés. La plupart d'entre nous connaissent bien ce domaine qui est déjà bien établi. Nous avons beaucoup progressé dans ce domaine et on met l'accent sur cette collaboration significative avec les communautés fondée sur la confiance. Donc, dans tout le cycle de gestion des urgences afin d'avoir une approche durable. Et c'est une composante très importante de l'exercice. Il faut avoir le plus grand nombre de représentants de la communauté possible. Ensuite, nous mettons l'accent sur la population et sur les interventions environnementales et de santé publique. L'OMS a beaucoup mis l'accent sur ce domaine important. C'est un volet important de l'exercice. Nous essayons d'étudier les capacités des communautés, notamment les capacités de dépistage et de riposte. Mais on étudie également la couverture vaccinale, le contrôle vectoriel, etc. Et c'est vraiment tout ce qui se fait au niveau des communautés est déterminant pour le résultat final de nos activités. Et ce que nous souhaitons, c'est mettre, davantage l'accent sur les effets, les retombées de nombre de mesures que nous mettons en œuvre. Il faut également une participation des partenaires intersectoriels, comme cela a été dit par Nedret. Il y a eu beaucoup de représentants de différents secteurs dans cet exercice. Dans le sous-système de la protection des communautés, nous mettons particulièrement l'accent sur, les communautés et une approche pansociétale. Les paysages sont très divers. Il y a différents partenaires, différents réseaux très nombreux qui ont déjà été établis et nous voulons en fait plus de cohérence. Nous avons eu la première réunion des nous aurons la première réunion des partenaires le 7 mai et nous espérons vraiment que vous pourrez participer à cette réunion et que l'on pourra poursuivre la conversation que nous aurons engagée ici aujourd'hui. Dernière diapositive. Alors que nous travaillons à la promotion de ce dialogue, nous mettons l'accent également sur le soutien apporté au pays pour qu'il donne effet à tous ces principes. L'exercice de simulation a été très important à cet égard. Et les exercices de simulation, en général, sont des outils essentiels pour nous pour renforcer la préparation et en particulier au niveau des communautés. Et ce qui est fondamental ici, c'est de réunir les représentants au niveau national, au niveau local, au niveau des districts, les personnels de santé des communautés. Ainsi, cela facilite le dialogue et c'est d'ailleurs le principal objectif de cet exercice. Nous discutons concrètement de différents mécanismes en nous appuyant sur des scénarios spécifiques et je crois que nous avons tiré beaucoup d'enseignements de ce projet pilote tout à fait fructueux, très positif.
Nous espérons pouvoir répliquer cette expérience positive dans de nombreux pays, mais il faut bien le dire, le Ghana a joué un rôle tout à fait décisif. J'aimerais m'associer aux remerciements que Nedret a déjà adressés pour la collaboration avec nos différents, relais, par exemple le point focal régional et puis nos partenaires clés, en particulier le Royaume-Uni et d'autres qui ont, joué un rôle de premier plan dans nombre de nos activités. Donc cela nous permettra de renforcer les capacités en étant centrés sur les communautés. Je suis sûre que j'apprendrai beaucoup pendant cette discussion, grâce aux interventions des orateurs, et j'espère que nous aurons la possibilité de discuter plus avant des prochaines étapes. Et nous nous réjouissons que vous fassiez partie de notre réseau de partenaires. Merci beaucoup. Merci, Kai. Docteur Charles Correa, dites-nous un peu ce qui s'est passé au Ghana. Merci beaucoup. J'aimerais remercier mon collègue, le docteur Kai, et puis le docteur Nedret, la directrice. Je m'appelle docteur Charles Correa Njuguna. Je travaille avec le bureau régional de l'OMS pour l'Afrique, le bureau Afro. Voilà, j'aimerais vous présenter tout de suite mes quelques diapositives. Nous avons eu plusieurs urgences de santé publique et nous avons constaté qu'elles commencent toujours au niveau des communautés. Elles exigent que chaque pays établisse des capacités au niveau des communautés afin d'aider le pays à dépister, à signaler et à endiguer toute flambée. C'est la raison pour laquelle nous travaillons avec les communautés, parce que nous savons que les maladies peuvent se propager très rapidement dans notre monde actuel, où il y a une interconnexion très poussée. En fait, on dit que les maladies se propagent à la vitesse de la lumière quasiment. Donc on peut très rapidement, importer une infection dans un autre continent, dans une autre partie du monde. C'est la raison pour laquelle le travail avec les communautés est très important pour un dépistage précoce et pour un signalement rapide. Il y a des outils simples que nous pouvons utiliser dans notre travail avec les communautés afin d'améliorer leur niveau de préparation. Nous avons des outils comme des listes de points à vérifier. Ce qui importe, c'est d'évaluer les différentes capacités au niveau des communautés. Et les 2 outils peuvent aider les communautés à mettre au point leur propre plan de préparation qu'elles pourront ensuite mettre en œuvre. Et elles pourront également les tester, les mettre à l'épreuve dans le cadre d'exercices de simulation. Donc il y a des composantes clés dans la préparation des communautés. C'est la surveillance, les mesures sociales, les services de santé fondés sur la communauté, la coordination, les équipes de riposte communautaire, la communication au sujet des risques, l'engagement de la communauté et l'accès aux contre-mesures. Donc il faut que tout cela fonctionne bien. Là, c'est une étude du modèle opérationnel en ce qui concerne la préparation. Alors, on ne le retrouve peut-être pas dans tous les pays, mais c'est un modèle très courant, surtout dans la région africaine, où il y a le ministère de la Santé qui chapeaute différentes entités ensuite au niveau des districts, au niveau local. Et ensuite, il y a un lien avec les communautés. Et au sein des communautés, il y a différents acteurs qui jouent un rôle essentiel. Donc, il faut travailler avec ces communautés dans les contextes d'urgence sanitaire. On dit que nous avons appris de la Covid. Effectivement,
on a vu que la préparation n'aboutissait pas toujours à une riposte efficace. Par conséquent, il faut aller au-delà de la préparation et il faut être prêt, pas seulement se préparer, il faut être prêt. Le fait d'être prêt, c'est une passerelle entre la préparation et la riposte. Donc il faut beaucoup de capacités de préparation, mais il faut également s'assurer d'être prêt, d'être opérationnel et de pouvoir réagir en cas d'urgence. Donc, l'objectif du travail réalisé au Ghana était principalement de veiller à ce que la communauté qui a été sélectionnée au Ghana donc, soit prête. On s'est concentré sur 4 domaines: détection précoce, action précoce également, coordination, communication de risque et implication de la communauté dans une approche de santé unique. Donc voici pour la structure au niveau communautaire. Donc nous avons les hôpitaux de district en lien avec les centres de santé, au niveau du sous-district également, en lien avec les communautés, où il y a différentes personnes clés. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'avoir des personnes de la communauté. Vous voyez la carte du Ghana avec la zone sélectionnée. On s'est concentré sur la région de l'Est et nous avons sélectionné des communautés dans 2 domaines différents, qui sont interconnectés, répartis entre 2 communautés. Donc, il y a beaucoup d'interactions, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité de diffusion d'une infection. Si elle touche une communauté, très facilement, alors elle sera transmise à l'autre communauté à l'ouest. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais nous avons fait cet exercice visant à ramener les personnes des communautés avec notamment le ministère de la Santé et nous avons subdivisé cela en 6 groupes. Nous avons travaillé avec eux pour veiller à mieux comprendre la situation en matière de préparation au niveau de la communauté. Tout cet exercice est organisé autour de 3 sessions. Tout d'abord, on s'est intéressé aux infections transmises par les oiseaux sauvages, transmission notamment des zoonoses. Et on s'est notamment concentré sur la grippe aviaire très pathogène. Ensuite, on s'est concentré sur la transmission animale vers l'humain et transmission humain vers humain, en se concentrant sur les 4 axes mentionnés. Pendant cet exercice, nous avons fait la planification de préparation. Nous avons utilisé des outils très simples que la communauté a pu utiliser. On a pu regarder les différentes composantes que nous avions sélectionnées. J'ai pu voir, ça a permis de voir qu'est-ce qui était en place et qu'est-ce qui ne l'était pas, afin de faire une évaluation pour leur permettre d'identifier les forces et les faiblesses. Des conclusions, on se rend compte que les communautés qui ont fait l'objet du test ont des forces, notamment dans le domaine de l'établissement de rapports, de signalement via SMS, WhatsApp, mais en matière de détection précoce, il y avait des défis en matière d'évaluation des risques sur les procédures opérationnelles standardisées qu'ils peuvent utiliser pour la détection précoce également, qui parfois brillaient par leur absence, et un manque de compréhension des mesures de riposte en cas d'épidémie. Au niveau du mécanisme de coordination d'urgence, ça marche bien au niveau du district, mais pas forcément au niveau communautaire. Et donc, il faut faire en sorte qu'au niveau communautaire, il y ait une structure qui puisse être utilisée lorsqu'il y a des menaces de santé publique. Et dans le domaine des communications de risque, on a constaté qu'il y avait une plateforme existante dans la communication. Cependant, il y a des lacunes dans la manière dont on traite les fausses informations.
S'agissant de l'engagement, engagement avec les communautés, on s'est rendu compte qu'il y avait une confiance au niveau des communautés avec les travailleurs de santé, c'était un aspect important. L'objectif, c'est d'instaurer la confiance avec les communautés. Il ne faut pas attendre la survenue d'une pandémie ou d'une épidémie. Mais même en temps de paix, il faut instaurer la confiance avec les communautés pour qu'elles puissent travailler à nos côtés. Ensuite, il y a eu certaines lacunes au niveau de l'implication des communautés par rapport à un manque euh, d'implication significative en matière de préparation et de riposte. J'en arrive presque à la fin. Les principales recommandations à présent. Il s'agit de veiller à ce que nous ayons des formations au niveau communautaire, se concentrant notamment sur ceux qui sont au premier rang de la riposte au niveau de la communauté. Il faut prendre en compte la question notamment de tous les liens, parce qu'on ne peut pas avoir un maillon faible. Il faut traiter tous ces aspects, parce qu'il ne peut pas y avoir un aspect faible, parce que ceci aura une incidence sur l'ensemble de la riposte. Donc, il faut faire en sorte qu'il y ait une surveillance assise communautaire fonctionnelle également, c'est essentiel. Parce que lorsque ces épidémies ne sont pas détectées à temps, eh bien, on aura toujours un train de retard qu'on essaiera de rattraper. Il faut travailler sur la structure de la communauté en matière de coordination, avec des centres d'urgence au niveau communautaire. En matière de communication de risque, il faut faire en sorte qu'il y ait un plan permettant de relayer les messages à travers les communautés, et chaque pays doit s'intéresser à ces communautés, parce que ce n'est pas une solution qui convient à toutes les situations, bien sûr, mais il faut un plan de communication. Pour finir, en termes d'engagement communautaire et de une santé, il faut renforcer les structures communautaires existantes afin de ne pas manquer les infections. On peut afin de pouvoir les contrôler euh, déjà lorsqu'elles circulent entre les animaux avant qu'elles soient transmises aux humains. Aussi, les principaux éléments que nous mesurons ici, donc il faut autonomiser les communautés pour leur permettre de répondre aux urgences sanitaires. Et on voudrait saluer tous les partenariats que nous avons pu nouer, notamment entre le ministère de la Santé du Ghana, l'OMS, la London School of Hygiene and Tropical Medicine, le département de la santé, notamment du Royaume-Uni, et un grand nombre d'autres partenaires, USAID, USCDC, la FAO, l'UNICEF. Le message, c'est que nous devons travailler ensemble. Nous devons travailler de concert au niveau communautaire. Merci. Merci, Dr. Kai et Dr. Charles. C'est une belle conclusion. Nous devons travailler ensemble. C'est ensemble que nous pourrons faire une différence. Je voudrais voir si on peut afficher les slides. Donc, vous pouvez vous connecter sur slido.com avec le hashtag 6131-258. Vous pouvez scanner le QR code. Alors, selon vous, quelles sont les une ou deux actions nécessaires pour permettre aux communautés de répondre à la prochaine urgence sanitaire? Je vous laisse 2 minutes. Donc, je répète, selon vous, quelles sont les une ou deux actions nécessaires pour permettre aux communautés de répondre à la prochaine urgence sanitaire? Il y a déjà des réponses qui nous parviennent.
renforcement de capacité, communication, formation. Formation répétée, pas une seule formation et plus rien après. Donc, merci de continuer à répondre. Nous verrons les résultats définitifs par la suite. Et maintenant, nous allons entendre le docteur Joshua Arthur sur les perspectives nationales. Donc, docteur Joshua, félicitations au Ghana, à votre pays, pour avoir accueilli la première simulation, donc l'exercice de simulation de préparation. Et qu'est-ce qui a poussé le Ghana à organiser cet événement? Merci. Malheureusement, la qualité du son est insuffisante pour permettre l'interprétation de cet intervenant. Il faut s'équiper d'un micro correct. Could you please put your volume up a little higher, Dr. Joshua? From about 1980. Okay, that's a bit audible now. It's better now. Good. So from as far back as 1988, even before community-based surveillance was clearly established with the DSR system, the country realized the role of the community. And so there was a community volunteer system which helped us achieve UniWeb eradication back in 2015, even though back in 1990s we were the second most endemic country. However, if we pay attention to recent outbreaks, you look at COVID-19, you look at the Marburg virus disease, you realize that there is a need to further involve and capacitate our local communities because they are very important collaborators in any emergency response. And so we appreciated that there was a need for proper coordination, clear roles, and expectations from all stakeholders, from the community all the way up to the national level. So when this idea of the community readiness simulation exercise was floated to the country's health leadership, it was a very easy decision to agree to be part of that. As a service, we have had a number of simulation exercises, and even in the past 2 years, the WHO has supported us to train and help all 16 regions to do their own simulations. However, this concept of actually having community members as the center of a readiness simulation was very welcome. And that is why we agreed to work closely with the WHO country office, ACO, and the headquarters, as well as the UK HSA to actually have this exercise undertaken. And we're very happy with the various outcomes. As Dr. Charles and Karim has mentioned, the exercise actually has helped to assess how ready our communities are to help us detect any unusual public health events, and at the same time to notify and to be part of taking action to contain or control them. And at the same time, this exercise also helped us to actually find out how well we are working closely with our communities and the various intermediate levels of our health system and other One Health agencies. And so that is what these community TTX has actually helped us to assess. If I can talk about the lessons that have come from what we've done so far, we see that our community members are very important in terms of our preparedness, readiness, and response. They actually have a number of roles that they can play to help us. They are very useful when it comes to creating awareness throughout the whole public health emergency cycle, doing door-to-door visits to help get the community on our side, helping with risk communication and messaging for the community, case finding, contact tracing, and the rest. So very important roles for the community to play, and we cannot leave them out. The exercise actually showed us that our community workforce
They are good at detection, early warning, early detection. They are very good at that. But then the gaps that we've identified are also important for us to pay attention to. And so we are planning to build the capacity at the community level. We're going to have more structured orientation for our community-based surveillance volunteers, animal health workers, and other leaders at the community level. And then their knowledge that we have. So they have a lot of knowledge about their own community. We need to leverage that community knowledge, how we message, how we do risk communication. We need to bring them on board for that. And for our districts, we are asking that they include what we call a community engagement plan in their preparedness plan, because there they can tell us how they have involved the community in developing their preparedness plans and what specific goals they have actually set aside for the community workforce that we are working. So we're very happy to have been part of this, and we look forward to doing more of this. Thank you. Thank you very much, Dr. Joshua. Merci, Dr. Joshua. Vous dites donc que le Ghana a toute une tradition de travail auprès des communautés. C'est un exercice qui était très important pour définir le rôle qui doit être joué par les communautés, rôle essentiel. Et vous avez identifié les lacunes, ce qui pourrait être fait, notamment les communautés sont bonnes pour la sensibilisation, pour la communication de risque, mais il y a d'autres éléments qui pourraient être renforcés. Il y a eu des commentaires également que nous avons reçus au niveau du chat. Les communautés doivent être informées pour faire des choix éclairés. Il dit également qu'il faut prendre en compte les spécificités des communautés. Il faut prendre en compte leurs besoins spécifiques. Donc, nous allons maintenant entendre une des voix de la communauté. Parce qu'on parle beaucoup de communauté, maintenant, nous avons la chance d'avoir Madame Sylvia Apomensa, qui est infirmière en charge de la communauté donc, au Ghana. Donc, Madame Sylvia, vous êtes un peu le visage de ces travailleurs sur le terrain. Vous interagissez avec les membres au quotidien de la communauté. Selon vous, qui est le plus utile dans cet exercice et qui vous aiderait, vous et votre communauté? Miss Sylvia? Thank you very much for the question. I know that I learned that Malheureusement, la qualité du son de cet intervenant n'est pas suffisante pour permettre l'interprétation. if we have any resources, it should be placed at where emergencies begin. That is the community. So that in case there are outbreaks, we wouldn't miss important timings of early detections. We work with the people in our community. We understand them. They also understand us. And I'm proud to be part of the community health workforce. During the exercise, what I learned was that when there are emergencies, what you can be able to do during the time of an outbreak, who you work with in order to manage the situation at the community level. Meaning that when there are outbreaks, it is not only the health workers that are responsible in helping to manage the situation. Our stakeholders, such as the assembly members, the chiefs, and the volunteers, plus we, the health workers, come together as a team to manage the situation. And in order for us to have a good teamwork, we need to table down our roles and responsibilities so that each and everyone will know what to do at the exact given time. I think that one will help during our outbreak. And then where and then who to report to, meaning timely and promptly reporting. To know the exact person you should report and should be at the right time. Immediately there is an outbreak, you wouldn't waste time in report. And also during this time, you have to
to lessen the fears of the people in the community. When there are outbreaks, there is fear. Therefore, you know how to communicate with the people in your community to lessen their fears, as well as the families of the infected person. You reassure them, you keep encouraging them so that they can patiently wait for the client to have his healing. Thank you very much. Also, knowing something and then doing something are two different things. But during the exercise, we combine the two. And I think it was a nice L'interprète experience. précise qu'il est impossible d'interpréter cette intervention du fait de la très mauvaise qualité du son. Et les intervenants doivent utiliser un micro spécial. Micro USB est recommandé. There's that kind of communication and trust between the local leaders, or let me say our stakeholders, and the health staff. So there's that kind of cordiality that will also help during and then also we need to help to maintain the trust between the community people and the health workers in our community. Also, it helps One Health, bringing all other agencies together like the veterinary and then the environmental. We all need them at the community level to work hand in hand during our outbreak. Whether it is from animals, then we need the veterinary, the environment, we need the environmentals to come together to work effectively. Thank you very much. Over. Thank you so much. Merci beaucoup, Madame Sylvia. Il y a des points très pertinents qui viennent d'être soulevés. Vous parlez donc des craintes qui sont associées aux épidémies. Il faut rassurer les familles des personnes infectées, en plus du patient. Vous dites également que savoir quelque chose n'est pas la même chose que d'agir. Et c'est ce que vous avez fait. Vous avez réalisé ce que ça signifiait qu'agir. C'est tout à fait pertinent. Et nous avons tous un rôle à jouer. Ce n'est pas juste la communauté ou le personnel de santé qui est en charge des épidémies. C'est tout le monde. Y compris l'approche Une santé à l'unisson. Nous devons travailler ensemble. Et sur cette note de travailler à l'unisson, donc je voudrais avoir le point de vue des partenaires également, parce que nous devons tous travailler ensemble auprès des partenaires pour être prêts à toute urgence sanitaire. Au niveau de la communauté, nous avons le plaisir d'avoir le docteur Claire Bentu du UK PHRST, qui a travaillé dans le domaine de la résilience sur cet exercice. Donc, ma question, docteur Bantoum, est la suivante. Pourquoi avez-vous jugé cet exercice utile? Pourquoi y avez-vous participé? Quels sont les bénéfices? Y a-t-il quelque chose que vous souhaiteriez voir être fait différemment à la suite de cette expérience? Docteur Claire, vous avez la parole et merci beaucoup, Madame Sylvia, une fois encore, pour votre intervention. Merci. J'étais ravi de me voir dans le chat toutes ces personnes des quatre coins du monde. Donc, merci d'avoir partagé notamment vos noms, votre localisation également. C'est un plaisir d'être présent ici à l'occasion de cette réunion auprès d'autres collègues. Donc, votre question est suivante, c'est en quoi nous sommes impliqués? Alors, quelques mots par rapport à cela. Eh bien, notre équipe de soutien rapide est une collaboration entre London School of Hygiene and Tropical Disease. Et nous sommes financés par le contribuable britannique. Et notre périmètre d'action consiste à soutenir les pays qui ont moins de ressources
afin de pouvoir les soutenir dans la préparation aux épidémies et aux pandémies. Nous avons le plaisir d'avoir l'occasion de collaborer avec l'OMS, avec Negret Rimkai notamment dans ce travail. Donc nous travaillons sur le déploiement en cas d'épidémie, ensuite les recherches sur les épidémies, renforcement de capacité. Moi, je suis dans cette dernière catégorie et c'est dans cet axe que nous travaillons avec l'OMS. L'OMS a développer des orientations sur la préparation, un document d'orientation qui est une liste de vérification de préparation qui est élaborée grâce à un consensus entre les experts, mais ceci doit être validé sur le terrain avec les communautés pour voir si c'est pertinent, si ça répond à l'objectif. Et ce sont les communautés qui ont cette connaissance pour faire ce travail. Mais il y a la confiance des communautés pour pouvoir mettre en place, concrétiser ces différents éléments de la liste de vérification. Et moi, j'ai vécu à Ghana, donc j'étais ravi d'entendre les présentations parce que j'ai passé beaucoup de temps auprès des communautés là-bas avec mes amis. Donc, je suis ravi de travailler avec les collègues du Ghana. Donc, l'objectif, c'est d'intégrer différents aspects de One Health, donc une seule santé, dans la préparation. Il y a la question du leadership également qui se fait à tous les niveaux. Nous devons travailler avec les participants de la communauté. Nous avons pu voir du leadership chez chacun de ces participants, car ils sont les chefs de file de la riposte pour chaque épidémie, comme ceci a été dit. Et parce qu'il y a un début d'épidémie, une gestion et une fin qui est gérée au niveau de la communauté. Les pandémies, y compris la Covid, on met en lumière les divisions au sein des pays, entre les pays. Ça met en lumière les inégalités. Et ceci montre véritablement qu'il y a des lacunes criantes en matière de préparation, détection, et au niveau du processus de reprise également. C'est pourquoi ça relève de nos prérogatives que de travailler pour soutenir les personnes dans la communauté, tout en reconnaissant notamment le fait que la communauté est au cœur de l'action. Alors, il y a des urgences sanitaires tout le temps. Cependant, ça va s'aggraver à mesure que les changements climatiques vont s'intensifier. Ceci conduira à une situation complexe, sans parler des aspects géopolitiques. Donc, il y aura des épidémies dans ces scénarios. Il y a toujours un impact disproportionnel sur les pays et les communautés qui ont moins de ressources et sur les plus vulnérables dans nos sociétés. Préalablement, la gestion des épidémies se concentrait sur des éléments techniques. Par exemple, la surveillance et la gestion clinique. L'implication des communautés a fait son apparition dans certaines politiques depuis 30 ans, je dirais. Mais je dirais que c'est que depuis maintenant, avec notamment l'approche de l'OMS, que nous travaillons véritablement pour mettre au point les outils, les cadres, pour comprendre les systèmes. Et nous œuvrons pour véritablement agir en mettant la communauté au centre de cette préparation et de la riposte. Et c'est au niveau de la communauté qu'on peut construire la résilience. C'est pourquoi pour moi, il est très important que notre équipe s'engage à long terme auprès de ce partenariat et dans ce domaine de travail. C'était ce qui sera essentiel pour la gestion des épidémies. Donc, quelques mots par rapport au partenariat. Fait travailler avec les collègues au niveau du siège de l'OMS ou avec la région Afro ou au Ghana. Et il y a eu un grand nombre de partenaires impliqués. Ça a été un plaisir immense, comme je l'ai dit. Donc, nous faisons cet exercice au Ghana en tant qu'une seule équipe. Donc, c'est très gratifiant. Je voudrais mentionner quelques mots de personnes qui ne peuvent pas être présentes. Mes collègues Yanni, Peppa, Christina, Alistair, qui ont tous été essentiels dans
cet exercice. Nos collègues au Ghana, notamment au bureau de l'OMS, Kojo, Dr John Otto, Salian, Selma également, d'incroyables collègues. Certains sont connectés, je voudrais donc les remercier. Au niveau de la région Afro, il y a Charles que vous avez rencontré, Dr Ginato, Jillian, d'excellents collègues qui ont contribué donc au succès de cette activité. Donc merci à tous pour avoir fait de cela un plaisir, mais en particulier, je remercie les participants des communautés qui sont venus avec un esprit ouvert, se sont engagés dans cet exercice. Ils ont participé pour enrichir les discussions et l'exercice. Ils ont permis donc de valider, d'adapter la liste de vérification dont j'ai parlé. Donc il y a eu également beaucoup de bons moments, des moments un peu de légèreté qu'on a pu partager également, et c'est important en plus du travail sérieux que nous devons abattre. Donc à partir de là, je voudrais juste reconnaître le fait que, comme mentionné, il y aura une formation pour les personnes au niveau des communautés pour pouvoir apporter la riposte. Ce sera fait en conjonction avec les partenaires, les collègues, et notamment ceux du Ghana. Ce sera donc un module de formation et j'espère que ceci aura un impact au Ghana. Ce travail, cette liste de vérification, la gestion des résultats, tout ceci sera pertinent pour d'autres pays également. Bien sûr, il faudra adapter ceci au contexte spécifique des pays. Et donc, au niveau de notre équipe, au niveau du Royaume-Uni, nous renouvelons notre intérêt dans ce partenariat pour poursuivre ce travail afin que ceci puisse avoir le meilleur impact possible. Donc, merci à tous de m'avoir invité aujourd'hui pour partager ceci. Et je redonne la parole donc à Priscilla. Merci beaucoup, Claire. Merci d'avoir relaté votre expérience dans des termes très concrets en tant que partenaire, et c'est une bonne nouvelle pour vous tous. Il y a eu des choses très pertinentes qui ont été dites. Bien sûr, vous avez la liste de points à vérifier. Vous devez vérifier que tout fonctionne bien selon l'objectif escompté. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'il y aura une première formation des formateurs avec votre soutien. Mais ce qui est important, comme vous l'avez souligné, c'est le leadership à tous les niveaux, y compris le leadership dans les communautés. C'est très, très important. Et en tant que fonctionnaire de l'OMS, je suis très heureuse que l'OMS et mes collègues ici aient piloté cette initiative. J'aimerais demander au docteur Patrick, qui est notre correspondant dans le pays, c'est le premier exercice de l'OMS en matière de préparation des communautés en vue de la prévention, de la préparation, de la riposte et de la résilience, ce qu'on appelle le HEPER. Comment, selon vous, quels sont plutôt les enseignements de cet exercice? Et comme l'a dit Claire, c'est une première étape, nous allons progresser. Quels seraient les points d'action majeurs? Patrick, donnez-nous votre perspective en tant que représentant du bureau de pays OMS. Merci Supriya et merci à tous les intervenants précédents. Merci pour leur contribution à la discussion. C'est bien que le Ghana ait été choisi pour cet exercice. L'une des choses qui ressort de toutes ces activités, c'est qu'il y a un certain nombre de principes de base qui permettent
de soutenir les communautés, de renforcer les ressources, les capacités. Et en fait, il faut se rapprocher des points éventuels de surgissement des flambées, parce que c'est là que le travail des communautés va commencer. Ces communautés vont pouvoir signaler rapidement et mettre en place des contre-mesures rapidement. Donc avec cet exercice, nous avons essayé de simuler une flambée. Cela a été dit déjà. Nous avons examiné les zoonoses dans le cadre de l'approche une seule sandée. Et c'est une approche très importante dans notre monde d'aujourd'hui. Donc, nous avons essayé de donner effet à ce principe d'une seule santé dès le niveau le plus bas. Alors, on s'est d'abord préoccupé de la santé animale avec la volaille ou autre, et ensuite la santé humaine. Mais il y a eu un partenariat sur une seule santé qui a été mis en œuvre avec différents partenaires clés. Nous avons une organisation de gestion des catastrophes et différents partenaires comme la Croix-Rouge, dont j'aimerais apprécier la contribution. Pendant l'exercice de simulation, nous avons eu l'occasion de revoir le niveau de préparation des communautés. Et ce faisant, nous avons inclus des domaines tels que l'assistance aux mécanismes et puis les mécanismes de détection et de dépistage rapide et d'alerte. Et puis nous avons également lancé des mesures préliminaires de réaction avec les communautés pour protéger ces communautés. Nous avons ensuite identifié les lacunes et après cet exercice d'identification des lacunes, nous avons concocté un nouveau plan. Et Charles, tout à l'heure, nous a donné un aperçu du plan d'action, des lacunes qu'il faut combler, de ce qu'il faut faire pour pouvoir avancer. Alors, j'aimerais m'attarder davantage sur les domaines que nous voulons privilégier. L'exercice nous a montré qu'il fallait vraiment donner des pouvoirs aux communautés, aux personnels de santé des communautés qui sont en première ligne. Il faut qu'ils aient la formation adéquate pour pouvoir dépister rapidement et pour pouvoir agir rapidement pour endiguer la propagation au service de leur communauté. Le renforcement des capacités au niveau local doit être encore consolidé. Et puis, il y a également le domaine de la communication au niveau des communautés. C'est bien de mettre l'accent sur le leadership, mais il faut également une bonne communication. C'est essentiel. Nous avons relevé que oui, il faut avoir une plateforme de communication, mais ce qui nous manque, c'est un mécanisme de feedback. Il faut que l'on sache s'il y a des problèmes de stigmatisation, de perte des moyens des subsistances. Parfois, les membres de leur communauté perdent leurs moyens de subsistance. On l'a vu au Ghana avec le problème de l'anthrax, par exemple. Donc, il faut mettre en place des mécanismes pour protéger les communautés contre ce genre d'éventualité. Et puis, nous avons élaboré des recommandations sur le coétablissement de plans avec les communautés. Elles doivent participer au processus d'élaboration des plans. Ainsi, elles seront mieux armées pour faire face à ce genre d'événements lorsqu'ils surviendront. Pour ce qui est des étapes suivantes, nous avons également travaillé un exercice d'évaluation et nous allons diffuser les conclusions auprès des partenaires clés dans le pays. Et nous travaillerons également avec des partenaires qui peuvent appuyer la mise en œuvre du plan d'action. Et nous le ferons, je l'espère, ensemble avec le ministère de la Santé du Ghana et les partenaires clés qui interviennent dans le pays, y compris bien sûr le Royaume-Uni et d'autres.
Sur le terrain, certaines des activités mises en œuvre sur la base du plan d'action visent à renforcer les pouvoirs et l'autonomie des communautés. Lorsqu'il y a un événement, une flambée, il faut que ces communautés soient à même de prendre des décisions. Quant au personnel de santé au niveau des communautés, ils doivent être préparés également. Le bureau pays du Ghana a déjà engagé des activités de communication au niveau des communautés. Il y aura un renforcement des capacités dans l'une des régions pendant le mois de mai. Pour conclure, pour nous, au bureau de pays, cet exercice a été très intéressant et très utile pour déterminer les capacités locales sur le terrain. Donc, c'est bien de savoir, il faut ensuite faire, il faut agir. Donc, nous avons pu définir quelles étaient les lacunes pour ensuite les combler. Donc, l'exercice a été très utile pour nous. Et puis, je le souligne encore, les flambées commencent dans les communautés et elles finissent dans les communautés. Donc, il faut que ces communautés soient dotées de ressources suffisantes. Il faut également renforcer les capacités de prévention, de dépistage. C'est essentiel pour que le monde entier soit en sécurité. Tout commence au niveau des communautés. Le Ghana a fait l'expérience. Et cette conversation peut être répliquée à différents niveaux dans différents pays. J'invite tous ceux qui sont connectés, qui suivent ce webinaire, à prendre contact avec nous si vous voulez mettre en œuvre le même genre d'exercice. Nous serions tout à fait heureux et disposés à vous apporter notre aide. Merci beaucoup de m'avoir permis de vous parler de notre expérience. Merci. Merci beaucoup, Patrick, de cet aperçu, de nous avoir parlé du plan d'action et nous nous réjouissons d'entendre qu'il est couronné de succès. Et je crois qu'il est important de le souligner, comme vous l'avez fait, les flambées commencent dans les communautés et se terminent dans les communautés. Alors, nous aimerions maintenant entendre l'audience. Si vous êtes d'accord, comme nous avons commencé un petit peu en retard, nous allons finir un petit peu en retard. Alors, j'aimerais demander à Rim maintenant d'animer les questions-réponses. Merci beaucoup d'avoir exposé dans le détail tout ce qui se fait au Ghana. Et l'expérience pourra être répliquée dans d'autres pays. Je vois déjà qu'il y a beaucoup de questions, dont certaines ont déjà trouvé réponse. Alors, nous n'allons peut-être pas passer en revue toutes les questions. Mais nous pourrons répondre également par la suite à ceux qui ont laissé des questions. Tout d'abord, quel serait l'outil approprié en matière de planification pour planifier la protection des communautés, surtout dans les pays en développement? Je vais donner la parole au docteur Kai, puisqu'il a parlé de la protection des communautés du côté de l'OMS. Donc, quelles sont les mesures qui sont mises en place au niveau des pays? Merci beaucoup, Rim. J'ai abordé cela dans mon exposé, dans le dernier visuel. Nous essayons d'introduire un outil élaboré sur la base des expériences telles que celles que l'on a faites au Ghana, qui engloberait tous les aspects de la protection des communautés. Et c'est une méthode qui nous permettrait d'avoir une analyse des lacunes, l'élaboration de contre-mesures, en intervenant aux différents niveaux, au niveau national, au niveau district et bien sûr au niveau des communautés. Donc, ce serait une approche systématique pour parer à ce scénario d'urgence sanitaire
en fonction du contexte du pays. On tient compte des capacités, des méthodes en place, en passant par les représentants des communautés, y compris le personnel de santé des communautés. Mais il y a également des représentants des communautés au niveau intersectoriel. Des organisations de la société civile et d'autres partenaires clés peuvent également parler au nom des communautés. Donc, c'est une méthodologie qui va au-delà du système de santé en soi. Bien sûr, nous nous concentrons sur les systèmes de santé, mais surtout, nous tenons compte d'un contexte multisectoriel et de différents facteurs qui ne sont pas seulement sanitaires. Mais nous pourrions vous en dire plus quant à cette méthodologie si jamais vous êtes intéressé. Merci. Merci, Kai. Il y a une autre question un peu spécifique. Quelle est la méthodologie pour réaliser la surveillance assise communautaire et quelles sont les meilleures pratiques en la matière? Alors, on comprend qu'il y a différentes approches, différentes pratiques dans la surveillance au niveau communautaire en fonction du pays. Même dans un pays, ça dépend de la communauté. Donc, il y a eu cet exercice de simulation au Ghana. Et je ne sais pas si au niveau du ministère du Ghana, l'expérience peut être partagée pour pouvoir en tirer les meilleures pratiques dans le contexte ghanéen. Alors, je donne peut-être la parole au docteur Joshua. Si vous pouvez nous donner plus d'informations par rapport à cela. Merci donc. La qualité du son de cet intervenant est insuffisante pour permettre l'interprétation. Community surveillance people with consultation with the local authorities, so that is community led. They also have various definitions that they are trained on to use, the reporting channels, and their various reporting tools. So there's a clear way that they are involved, and there's also something similar with the animal health aspect. So there's some guideline about this. The effort is to improve how it is done and to actually capacitate them to do more than we are making them do now, especially learning from this readiness assessment. Thank you. Thank you very much, Dr. Joshua, for giving us Merci, experience docteur in Joshua, Ghana. pour avoir partagé cette expérience du contexte ghanéen. Je crois que la surveillance au niveau de la communauté est un domaine de travail qui évolue beaucoup. Et on est certain que nous aurons beaucoup de discussions à venir. Nous espérons pouvoir donc approfondir encore le sujet dans les mois et années à venir. Si le temps le permet, on va peut-être prendre une dernière question. Une dernière. Donc, vous avez parlé d'un exercice de simulation, mais dans la structure et le cadre du plan de réponse, c'est déjà lié notamment à d'autres éléments. Donc, mais on semble mettre l'accès sur la réponse en cas d'urgence et épidémie. La qualité du son est très mauvaise, précise l'interprète de cet intervenant qui n'est pas équipé d'un micro adapté comme recommandé. Linked with disaster plan, and also how this plan also linked with overall disaster management framework, not only for national level, but also local level. At the same time, how emergency funding linked with response. So yes, this is very challenging question, I would say. C'est une question However, complexe. On regarde le contexte du Ghana, notamment au niveau du district. Vous avez déjà des plans en place et comment vous liez ceci avec les communautés? Vous avez déjà des plans au niveau du ministère de la Santé? C'est une question plus spécifique sur le niveau national. Donc, je vais redonner la parole une fois encore au docteur Joshua
pour expliquer le contexte national en termes de plan de préparation en cas d'urgence. Et comment est-ce que c'est lié avec d'autres secteurs, par exemple la gestion des catastrophes? Docteur Joshua. Malheureusement, encore une fois, cet intervenant ne peut pas être interprété du fait de la très mauvaise qualité du son. Structure, as you mentioned, is multi-sector. At the national level, you have a multi-sector emergency management system. The same thing happens at the two intermediate level, which is the region and the district. So you find health there, you find the disaster management organization there, you find veterinary there, you find security, and then you actually find the executive leadership, political leadership, all on these committees. So the plan is developed in a very multi-sector manner. What we are saying now is that beyond that, there should be clear representation for the community in the development of the plan, so that we are also invited to the table when the plan is being developed. Their local knowledge is taken on board. The goals are also agreed, and we offer the necessary training, orientation, and testing about the roles that we expect from them. And then at the same time, to make sure that the community is also oriented to the plan. Typically, you do your plan, even though it's multi-sector, and maybe the community is not even aware of the plan that you have developed. So that is really the big aspect that we have to look at when we're thinking of in placing the community at the center of our preparedness and readiness plans. Well, when it comes to funding, and funding is usually a challenge, you wish you had ring-fence funding for response activity. Typically, this is a bit difficult to achieve, but you have to look at the support that comes from partners, support that comes from government, and actually, sometimes you find local level support. If you really approach it well, you find community members, community resources that can be part of the funding support for your various response activities. So these are the things that we are encouraging, and we ourselves hope to learn from them. Very much, Dr. Joshua, for your excellent response. Merci, docteur Joshua, pour cette excellente réponse. Pour des questions de temps, je vous propose de mettre fin à cette séance de questions-réponses et je redonne la parole au docteur Soupraï. Merci, docteur Rim. Merci, docteur Joshua, docteur Charles, docteur Kai, docteur Claire, docteur Patrick, madame Sylvia. Et docteur Detroit également. Je voudrais remercier également ceux qui ne sont pas visibles, mais qui ont joué un rôle important. Dans l'équipe de Dr. Rim, notamment, il y a Lester Giroy et Yann et Brian Fekado. Ils ne sont pas présents aujourd'hui. Je remercie les interprètes également, l'interprétation qui était disponible en français lorsque la qualité du son le permettait. Nous avons Mime également, qui est dans les coulisses. Vous pouvez peut-être mettre votre caméra, et dont le soutien était précieux. Je remercie Carlos, mon collègue des services informatiques également. Et enfin, je vous remercie, vous tous, d'avoir participé une fois encore à ce webinaire. Souvenez-vous que ces webinaires ne sont pas uniquement des informations allant dans un sens. Vous devez pouvoir les utiliser dans vos pays, donc on va partager les présentations, les guides de vérification également à checklist. Je vais en parler avec mes collègues, si c'est possible, ce sera partagé. On va partager les informations pour nous contacter également. Et nous espérons qu'ensemble,
On ne peut qu'insister sur le fait de travailler ensemble, bien sûr, et nous pourrons avancer pour la résilience des communautés, pour les prochaines urgences sanitaires. Merci encore à tous. Et avant de clore, deux choses. Alors, tout d'abord, le prochain webinaire EpiWin aura lieu le 2 mai sur la gestion du choléra en France. Mais comme je l'ai dit, nous aurons une réunion des partenaires le 7 mai. Et merci de nous y rejoindre. Ce sera l'occasion de partager vos expériences avec le Dr Nedret, vice-directeur général de l'OMS, nos différents partenaires et chefs de file. Et ce sera votre opportunité de mieux définir la protection au niveau communautaire dans le monde. Vous pouvez faire partie de ce mouvement, donc merci de venir à cette réunion. Et j'espère vous retrouver lors de la prochaine série de webinaires. Merci.